Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième saison et le premier épisode donc des Quiz du 9. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Mylène Chartroux, directrice Thibaut. générale, bonjour, de Stellium Immobilier, et Lydie Rodriguez. Bonjour Lydie. Bonjour Thibaut. Présidente d'Eliade. Donc, on va attaquer tout de suite. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter. Ok, Lydie, je te laisse commencer. C'est moi qui commence ? Allez. Bon, mais déjà, je fais la bise à Mylène parce qu'on se connaît. Comme ça, on va se mettre dans le match, ça va. Eh bien, Lydie Rodriguez, présidente de la société Eliade, une petite entreprise d'administration de biens à Toulouse qui compte 160 collaborateurs. Ok. Avec, Petite, voilà. donc très sérieuse quand même. Voilà, 160 collaborateurs, c'est quoi ? C'est 12 000 lots de gestion, 14 000 lots de syndic. On intervient partout en France sur plusieurs métiers, à la fois du conseil pour les partenaires promoteurs et conseillers en gestion de patrimoine, mais également pour nos investisseurs, que ce soit en syndic de copropriété, location, transaction et gestion immobilière. Ok, basé autour de Toulouse, à côté de Toulouse. Alors le siège est à Saint-Jean. Ok. Nous occupons 2000 m² de bureaux et puis après nous avons en France plusieurs antennes, que ce soit Bayonne, Bordeaux, Montpellier, Marseille. Et puis nous rayonnons partout en France avec un réseau de conseillers qui travaillent pour nous. Excellent, génial. Et puis on te voit aussi très souvent, très régulièrement dans les médias. Voilà, on sait que t'es extrêmement active. Donc merci beaucoup d'être ici. Avec plaisir. On joue à domicile en plus, on est en direct de Toulouse, donc on voit la chocolatine, le petit symbole. Merci Otari. Mylène. Alors Mylène Chartroux, directrice générale de Stellium Immobilier, donc depuis ça fait bientôt 8 ans, depuis le mois d'avril 2017. Donc Stellium Immobilier est une filiale de Finzel Group, donc société toulousaine, 33 ans d'existence. Donc pareil, on est 150 collaborateurs au siège à Toulouse, dont 16 sur la filiale de Stellium Immobilier. Et nous avons un siège à Toulouse, donc spécialiste vraiment de tout ce qui est placement de produits immobiliers, de produits financiers, et également une structure de courtage en interne pour tout ce qui est financement. Ok, excellent. Merci pour cette première présentation. On va essayer de s'intéresser maintenant vraiment ce qui moi je trouvais passionnant, c'était vos parcours à toutes les deux. Comment est-ce que on arrive à devenir présidente dans un univers quand même de l'immobilier au sens large, qui est, on peut le dire, relativement masculin, voilà. Et comment est-ce que tu arrives à construire en 2006, tu te dis, allez, go, j'y vais. Je sais pas. Ça m'intéresse vraiment de voir à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que tu bascules et que tu dis, go, y aller. Je crois qu'il y a une maturité au moment où on fait la bascule. J'aurais pas pu le faire à 25 ans. Même si à 25 ans, quand j'ai démarré dans l'immobilier, j'avais envie d'y aller. J'avais envie d'être mon propre chef de moi-même. Mais en fait, on ne peut pas le faire à 25 ans. En tout cas, j'ai démarré à côté d'un homme qui était à l'époque un promoteur. Mais moi-même, je suis issue d'une famille où la parité est respectée. Nous sommes 2 frères. Il y a 2 frères et 2 sœurs. Et nous sommes tous des sportifs. Donc, dans des sportifs et en plus du sport d'équipe. D'accord. Donc, il y avait qu'une chose qui importait le dimanche, c'est qui avait gagné et combien d'écart. Donc, en fait, moi, la parité, en fait, chez nous, elle a été naturelle. Donc, l'immobilier et devenir chef d'entreprise, en fait, moi, j'ai pas compté les quotas. J'ai juste compté, les victoires, la progression. Et comme un match, ça se gagne par du travail et de l'entraînement, eh bien l'entreprise, c'est du travail, de la répétition, de l'observation du marché. Voilà, on parlait tout à l'heure en introduction d'Antoine Dupont, je crois que c'est l'œil le plus affûté qu'il y ait sur le rugby. Et bien voilà, quand on fait de l'immobilier, il faut avoir l'œil affûté et puis il faut avoir une vision 360. Merci pour ce beau témoignage. Je sais pas si c'est inspirant, mais si, je pense que c'est hyper inspirant et très révélateur de ce qu'on constate en fait et de ce qu'on voit dans les gens qui réussissent, c'est cette envie quand même aussi d'avancer, de mettre du travail et d'être capable quand même, on le verra aussi tout au long de ce podcast, mais de saisir des opportunités, d'être à l'écoute et quand elles se présentent, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Et c'est vrai que là, il faut peut-être pas avoir trop de freins des moments. Une belle lecture. Ouais, une belle lecture. C'est ça. C'est top. Mylène, toi, comment tu fais pour te dire, comment on fait pour arriver directrice générale comme ça depuis longtemps de Stellium Immobilier? Quand on voit aujourd'hui les chiffres, tu vas pouvoir nous les communiquer, j'espère. Et la taille du réseau, c'est quand même, aussi hyper inspirant, quoi, de se dire
C'est pareil, c'est beaucoup. Alors moi c'est pareil, moi je suis plus dans le sport individuel que le sport collectif, mais même en sport individuel, il faut se mettre des objectifs et franchir. Je suis cavalière, donc et franchir tous les obstacles les uns après les autres pour finir son tour. Mais quoi qu'il en soit, c'est beaucoup de persévérance, beaucoup de travail. En permanence. C'est se former aussi régulièrement avec un parcours aussi autodidacte et s'imposer et puis faire ses marques et avancer pas à pas jusqu'à des postes de direction. Donc, je pense qu'il faut aussi un caractère affirmé pour arriver à ces postes-là. Alors, je suis bien d'accord. C'est vrai que le sport en ça, c'est hyper formateur. Je pensais pas. Alors, on va encore me dire en interne, arrête de parler de sport parce qu'on est quand même hyper sportif. Moi, j'adore ça aussi, mais c'est top. Il y a peut-être un parallèle avec l'équitation, la confiance. Je pense qu'on doit aussi transmettre de la confiance en équitation. Transmettre la confiance. Ah ouais, parce que sinon, là, on n'a pas le choix. Là, on est deux quand même. Hein. C'est même si on est deux, il faut faire qu'un. Et c'est toute la confiance aussi qu'on doit transmettre à ces équipes. Tout ce savoir-faire qu'on doit aussi transmettre. Et moi, je me mets un point d'honneur aussi à faire grandir mes équipes en permanence, à les porter, à les rendre autonomes vraiment dans leur métier, dans leur travail, dans leur savoir-faire, pour être à disposition justement de notre réseau de consultants, pour atteindre de super chiffres comme on arrive à atteindre régulièrement, puisqu'on a fini l'année avec 1215 actes. Ouais, on a bien profité de la fin de la Pinel. En même temps, 2024 était extrêmement positif, simple. Bravo, c'est une énorme performance. Et avec un réseau aujourd'hui qui compte un peu plus de 3300 consultants qui sont habilités, donc formés pour pouvoir proposer des produits de placement financier et de l'immobilier. On reviendra dessus après parce que ça m'intéresse aussi de voir comment est-ce que tu arrives à donner l'envie, à partager cette envie auprès du réseau qui a le droit de vendre, tu pourras nous le préciser aussi, mais différents produits, pas que de l'immobilier, mais d'arriver à les motiver aussi à dire bah non, malgré le contexte, malgré tout ce qu'on peut entendre, c'est hyper positif et performant de vendre de l'immo. Donc ça, on y reviendra peut-être après, mais c'est intéressant. Sur la partie du leadership, encore une fois, de la confiance, alors c'est bien de la donner à ses collaborateurs, mais aussi comment aujourd'hui tu arrives à travailler. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez beaucoup en tant que dirigeante, de se dire bah auprès de mes clients aussi, il faut vendre de la confiance en fait. Quand on vend des produits financiers, donc on vient parler du futur, voilà, de chacun des projets de nos clients. Comment on arrive à faire ça et à transmettre ça en fait à ses collaborateurs? Eh bien, la confiance, j'ai coutume de dire qu'en fait, ça se demande pas, ça se commande pas. En fait, ça s'inscrit. Et il y a 3 ingrédients, alors souvent on le répète, 3 ingrédients qui sont nécessaires pour construire la confiance. C'est la première chose, c'est l'intégrité. Ce que je dis, je le fais. La deuxième chose, c'est l'anticipation. Je me mets à la place de l'autre et je suis en capacité d'anticiper ses besoins. Et la troisième chose, je le fais avec bienveillance, c'est-à-dire je le fais pour lui tel que je voudrais qu'on le fasse pour moi. Si je réunis ces 3 ingrédients, eh bien automatiquement nous sommes dans un climat de confiance et c'est ce que moi j'essaie de faire à la fois avec mes collaborateurs et mes clients. Et donc on a une posture qui est différente évidemment. Les collaborateurs n'ont pas les mêmes attentes que les clients, mais à l'arrivée on veut tous travailler dans un climat serein et où chacun inspire confiance à l'autre. Et donc, un collaborateur peut m'inspirer confiance et j'espère que moi aussi, je lui inspire confiance. Il y a de la réciprocité dans la confiance. Et pour qu'on puisse fonctionner et réussir, que ce soit partenaire, collaborateur ou même en famille, d'ailleurs, mon entreprise, c'est une entreprise familiale parce que je travaille avec mon mari, on l'a fondée avec lui. Il m'en voudrait si je ne le dis pas. Et comme vous connaissez mon mari... On avait prévu. Il me le dirait. Et donc, voilà, c'est important. Et ce climat, nous, on y tient parce que ce sont c'est les valeurs de l'entreprise, mais c'est aussi les valeurs de la famille. Et comme on est en famille, eh bien, on rajoute être juste. Voilà. Moi, mes enfants, il y a 2 enfants. Il faut que je sois juste avec l'un et avec l'autre, à la hauteur de chacun, de ce que chacun apporte aussi. Voilà. Donc, ce leadership, je sais pas si c'est ce qui le construit, mais en tout cas, c'est ce qui nous habite. Ça, c'est certain. Ah, la confiance, souvent, ça transmet pas mal de leadership. Et c'est vrai que c'est des choses, enfin, tu parlais de sport collectif aussi. C'est ça. C'est une des bases aussi, pour le coup, en sport individuel et en sport co. Si on n'a pas confiance dans son équipe, dans ses partenaires, en fait, avec qui on construit un succès collectif, on peut pas y arriver, en fait. On peut pas. Voilà. Non, c'est une équipe, c'est vraiment une équipe et c'est vrai qu'il faut partager aussi avec ces équipes énormément. Donc, c'est bien d'anticiper, c'est bien de se mettre les choses en place, c'est bien d'avoir un coup d'avance sur ce qui peut être proposé dans le marché ou justement quand le marché un petit peu comme en ce moment avec quelques turbulences, donc passer au-delà. Et c'est justement quand il y a des turbulences comme ça où il faut embarquer toute son équipe aussi
dans ce cercle, dans cette confiance-là, pour qu'ils suivent et pouvoir après transmettre et mettre tous les outils à disposition pour faire avancer les choses. Alors c'est vrai que c'était un petit point d'après qu'on avait préparé aussi, mais dans ce contexte, on voit que, enfin j'imagine que le collectif c'est important pour créer en fait cette dynamique aussi. Comment t'as fait, enfin tu vois l'arrivée du Pinel, enfin la fin du Pinel pardon l'année dernière. Tu l'as dit tout à l'heure, à la fois ça a été une opportunité, mais en même temps ça a été aussi presque un deuil à un moment donné pour certains conseillers. Comment tu fais pour te dire, bah voilà, j'ai 3000 conseillers qui ont le droit de vendre plein de choses, bah, t'as 160 collaborateurs, donc j'imagine qu'ils vendent pas tous, mais t'as différents. Se battre contre le pessimisme, contre les mauvaises nouvelles ou contre ça, bah, est-ce que c'est un gros effort au quotidien ou est-ce que non, je trouve ça assez naturel et c'est une culture d'esprit et vous insistez, je sais pas, sur le groupe, sur la force des autres. Comment tu fais ça? Nous, c'est les fins de dispositif, 33 ans d'existence, donc le groupe a déjà vécu des fins de dispositif. Voilà, il y en a eu quand même plusieurs. Il y en a eu, et c'est vrai qu'on a des consultants puisqu'ils sont là depuis le début, donc ils ont connu ces étapes-là. Les petits nouveaux qui sont rentrés, ben eux n'ont pas connu la Pinel, puisqu'ils démarrent maintenant, donc. On parle pas du coup de la Pinel, ça n'existe plus. C'est toujours pareil, il faut s'adapter. Il faut s'adapter pour pouvoir les embarquer avec nous. Et il y a cette confiance, mais il y a aussi nous, on a une façon de travailler où on travaille sur le long terme. On n'est pas là pour faire du one shot sur les produits immobiliers. On est là vraiment pour se constituer du patrimoine. Et donc c'est pour ça qu'au quotidien on les forme et ils nous suivent sur toutes les idées qu'on peut leur mettre en place et toutes les évolutions qu'on peut leur amener. Donc la fin de la Pinel, on en a très très bien profité. Au contraire, on a même poussé nous au sein des équipes pour que les consultants continuent à en vendre, puisque les dernières ventes se sont faites début décembre pour être actées fin décembre. Ah, vous êtes arrivé donc tout a été fait en 4 semaines, en 3 semaines. Donc on a profité jusqu'à la fin. Maintenant, c'est fini. On les forme à autre chose. Sauf qu'on commence pas à les former maintenant, puisqu'on avait anticipé, ça fait déjà plusieurs années qu'on les forme sur les autres actifs. Donc là, c'est un vase communicant. On bascule sur les autres actifs en immobilier. Tout simplement. Ça me permet de rebondir là-dessus. C'était quelque chose qui vous caractérise, je pense, toutes les deux incroyablement, l'agilité. C'est un peu, enfin, on voit, tu as été très présente, Lydie, encore une fois, sur les différents plateaux. Tu parles de beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses différentes, de produits différents. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu aussi comment tu réponds à tout ça, comment tu t'adaptes, comment tu transmets ça à tes équipes? Alors, on est des observateurs du marché lorsqu'on est chef d'entreprise. On n'a pas le choix parce que il en va de la pérennité de nos entreprises. Et donc, moi, c'est la manière dont je fonctionne, c'est-à-dire que je pense que tous les jours, ce qu'on vit peut s'arrêter. Et donc, dès 2014, on a commencé à s'intéresser à la location meublée. D'une manière très forte. D'ailleurs, on avait commencé avec vous sur une résidence, je me souviens, pas très loin de Limoges, qui était un véritable succès, où elle se vendait en Pinel, mais on avait quand même constitué un pack meuble parce que elle était quand même destinée aux étudiants. Et moi, je trouvais quand même dommage de priver le parc étudiant de la location meublée. Donc, on avait déjà basculé sur le switch d'un Pinel vers de la location meublée. Quand en 2020, je parle pas du Covid parce que il y a pas que lui. Lui, il nous a créé une petite bulle un peu privilégiée presque. Après coup, oui. Exactement. En 2020, en fait, on voit très bien l'augmentation des taux. On voit très bien que c'est beaucoup plus difficile d'obtenir des financements. On voit très bien que les délais pour aller à l'acte s'allongent un petit peu. Donc, dans ces moments-là, moi, en tant qu'observatrice, je me dis, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on aille chercher d'autres? Au cas où ça se rendrait encore plus difficile. En fait, on se met sur d'autres produits. J'ai multiplié mon service développement où j'ai été chercher, on était 3 au développement, nous sommes passés à 9, parce que tout ça s'anticipe. Et on peut pas créer tout seul dans son coin. J'avais besoin d'avoir des développeurs sur le terrain et d'être avec eux sur le terrain pour écouter les difficultés à la fois des promoteurs, des commercialisateurs et des conseillers en gestion de patrimoine qui tous les jours sont au contact des clients. Que disent les clients? Pourquoi est-ce qu'ils vont plus dans ce produit? Que disent les banquiers? Pourquoi est-ce que les banquiers demandent des sûretés supplémentaires? Voilà. Et tout ça, ça nous permet de créer, nous, des produits affinitaires qui créent de la confiance une nouvelle fois.
Et donc, on a été chercher justement donc l'après Pinel dès 2021 exactement. Okay. On s'est intéressé à l'après Pinel. Et l'après Pinel, ça a été sourcer des opérations. Vous voyez, on est dans un super bâtiment qui pourrait, qui serait un super terrain de jeu. Ça me ferait plaisir de le passer de G à D. Il y aura 2-3 travaux à faire. Vous voyez, voilà, je me projette, voilà. Je vois très bien qui je pourrais faire venir pour évaluer les travaux. Donc ça, on a commencé à le faire en 2021. Moi, dans mon équipe du développement, j'ai mis un développeur, pas foncier, mais un développeur de cœur de ville et cœur de village. Parce que j'avais l'intime conviction qu'il fallait rénover ce parc. Et puis, voilà, j'interviens aussi auprès de la FNAIM. Et on voyait très bien que les logements qui ne se louaient plus, ou plus bien, ou qui revenaient cher, c'était quand même les logements anciens, catégorie FG. Donc, on s'est intéressé à ce parc-là et on a commencé à mettre un développeur sur ce produit-là. Donc, on a trouvé des opérations qui aujourd'hui sortent en commercialisation. Et je pense que prochainement, Stellium en aura parce que vous faites du déficit foncier. Voilà, vous faites du de Normandie. Voilà, donc toutes ces opérations, en fait, elles n'arrivent pas en 2025 parce que le Pinel s'arrête. Elles arrivent en 2025 parce que on s'y est intéressé et nous sommes plusieurs à nous y être intéressés il y a déjà quelques années. Un produit pour sortir de terre, le temps d'obtenir les permis, de faire les recours, d'obtenir les financements, faire passer toutes les entreprises nécessaires pour expertiser, deviser et réaliser les travaux, ça peut être 2 à 3 ans. Donc, ça prend du temps. Et pour être prêt au moment où il faut être prêt, le moment où je chausse mes baskets et je suis échauffée, eh bien, c'est parce que je me suis préparée avant. Donc, voilà, il faut pas avoir, j'ai coutume de dire, les 2 pieds dans la même chaussure. C'est important. Moi, j'ai un immobilier grands-parents. L'immobilier grands-parents, c'est comment est-ce que nos grands-pères plaçaient leurs fonds, comment est-ce qu'ils créaient leur patrimoine. Ils n'attendaient pas les lois de défiscalisation, ils saisissaient les opportunités du marché, ils allaient chercher du rendement et la fiscalité purement comptable et pas forcément la fiscalité cadeau. Donc voilà. C'est top. Ça rajoute quand même à ce que tu disais, à la confiance, la patience aussi et une vision long terme. À la fois, et c'est intéressant parce que ça, je pense que c'est très vrai à la fois pour les opérationnels, les conseillers, les collaborateurs, voilà, et pour les clients. Et on est quand même toujours un peu dans ce côté hyper court-termiste, qui est difficile. Enfin, ça amène pas vraiment au succès, le court terme. Non. On faisait le parallèle avec le sport. Jamais. Personne n'est capable d'être performant dans le sport d'un coup comme ça ou en saisissant un facteur externe. Enfin voilà. C'est claquage assuré. Claquage assuré. On part un peu trop vite. On finit, c'est ça, par terre. Mais du coup, nous, on a énormément de demandes de gens qui, au-delà de nos services, je dirais, disent comment je pourrais faire. On n'a pas de recette miracle en fait. Hein. Il faut travailler, créer un écosystème, former des partenaires, voilà, et puis donner pour espérer recevoir aussi à un moment donné et arriver sur ce long terme-là. Je pense que c'est aussi un peu votre force. Vous êtes à la fois un réseau d'indépendants, mais qui est ultra collaboratif. Oui. C'est pareil. Comment s'organiser les synergies entre tout le monde? Entre tout le monde, déjà au sein du groupe. Donc nous, on a tout est internalisé en fait au sein du groupe. Donc on a les différentes filiales Stellium Immobilier pour les produits immobiliers, Stellium Placement pour les produits financiers, donc PER, SCPI, etc. Stellium Financement pour toute la partie courtage, et on a aussi notre école de formation en interne pour former le réseau et pour délivrer toutes les habilitations nécessaires pour pouvoir proposer du produit financier et du produit immobilier, mais également le faire financer derrière, donc autant sur les SCPI que le produit immobilier. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Donc c'est vrai qu'on a un réseau aujourd'hui qui grossit en permanence, puisque c'est 3300 habilités, mais on a plus de 5000 consultants qui ont signé la charte Prodémial, et qui du coup, le delta, on va dire, c'est la pouponnière, c'est les entrées, les sorties, le temps de se former, puisque c'est plus de 600 heures en e-learning au niveau des formations. Plus des formations continues chaque année, il faut de l'envie aussi. Voilà, donc pour être sûr d'avoir tout le monde habilité pour proposer des produits comme il le faut. On a une particularité aussi, c'est qu'ils n'achètent pas de contact et de rendez-vous, ils ne travaillent qu'en recommandation. Donc ils commencent souvent par le cercle chaud. Historiquement, vous avez modifié ça? Non, depuis le début. Ça fait plus de 30 ans que c'est comme ça. Donc tout consultant qui rentre chez nous va proposer des produits financiers ou immobiliers autour de son entourage, et cet entourage, au fur et à mesure, il s'élargit, et ça devient le cercle froid. Et on a souvent des anciens clients qui rentrent aussi du coup dans le réseau et qui deviennent consultants. Et c'est vrai que chez nous, ils trouvent tout. Parce qu'il y a tous les actifs immobiliers aujourd'hui, puisqu'on a fait évoluer au fur et à mesure du temps.
Donc, on n'est pas monoproduit. On n'a jamais été mono-dispositif en vigueur, donc on a toujours développé. Est arrivé le meublé rapidement. Et là, depuis quelques années, maintenant, on a ouvert sur l'ancien patrimonial, la nue propriété, le de Normandie et le LLI, donc qui est le petit dernier qui vient de rentrer dans la gamme. C'est ça. Ils ont aussi des produits, SCPI, etc. Donc, c'est facile aussi de faire du couplage. Parce qu'en fait, nous, notre logique, c'est un petit peu facilitateur de patrimoine et création de patrimoine. Quand on crée un patrimoine équilibré, tu disais, on a 2 jambes, donc nous, c'est l'immobilier et le placement. On met pas tous les œufs dans le même panier. Donc, et pour tout ça, on peut faire du couplage et optimiser au maximum. On fait pas du one shot, on est sur le long terme, jamais sur le court terme, sur tout ce qu'on propose. Et c'est vrai qu'ils ont un discours en rendez-vous, c'est on investit, mais on investit dans le temps. On ne revend pas sa retraite. Oui, là non. On constitue sa retraite, on la crée, mais on ne la revend pas. On se prépare. Et du coup, toutes les deux, donc vous parlez d'agilité, d'avoir plein de nouveaux produits, d'opportunités. À l'inverse, c'est quand même difficile je sais pas comment vous faites, mais pour avoir les infos, être formé, redescendre ça aux équipes, on dort pas. Arriver à faire de la voilà, vous dormez pas en fait. Avec le sport en plus. Donc, les journées sont bien remplies. Vous mettez quoi en place pour dire, alors il y a l'école de formation, là j'ai bien compris, c'est top. Mais aussi vis-à-vis des clients, en termes de pédagogie. Là, le Pinel s'est arrêté, c'était quand même assez simple à comprendre et à lire pour un particulier. On peut y venir tout de suite, si vous voulez parler aussi des nouveautés, que ce soit le LLI, que ce soit plein d'autres choses, tout ce que vous avez envie de proposer. Comment tu fais, encore une fois, pour connaître ça, le maîtriser, le redescendre aux équipes et arriver à ce que ce soit un succès opérationnel aussi de vente. On a quand même besoin de vendre et de faire des chiffres. On en discute déjà entre nous, entre professionnels. C'est vrai qu'on communique facilement, donc que ce soit entre partenaires, avec les promoteurs, avec les spécialistes de l'ancien. C'est vrai qu'on échange tous assez régulièrement, ce qui nous permet aussi d'aller chercher les bonnes informations et de pouvoir retranscrire après tous les éléments qu'il faut, que ce soit dans les équipes, mais également dans les formations. Donc ça, c'est notre quotidien. Il faut être après à l'affût de toute petite virgule qui va changer, toute petite modalité qui change, un seul mot pour pouvoir faire émerger un nouveau dispositif ou quoi que ce soit. Donc et après, tout simplement, on se rassemble entre professionnels et on monte le produit pour qu'il soit proposé après derrière. Et surtout que le Pinel, il s'est un peu tué dans l'œuf. C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les efforts d'épargne étaient trop importants pour rendre accessible un dispositif au plus grand nombre. Il y avait des efforts d'épargne. Au début, l'effort d'épargne idéal, c'était 250, 350 euros. Et puis on s'aperçoit qu'avec le temps, le prix de l'immobilier ayant tellement augmenté, les taux d'intérêt ayant tellement augmenté, que le taux d'effort d'un client, il pouvait aller au-delà de 1000 euros. Donc à un moment donné, ça ne pouvait plus fonctionner. Et quand on est observateur justement de ces difficultés-là, et ça c'est pas nous qui le disons, c'est clairement le client qui ne peut plus investir, parce que, ou qui ne souhaite pas mettre cet effort d'épargne pour investir dans un logement juste pour bénéficier d'un avantage fiscal. Donc ce sont les conseillers en gestion de patrimoine. Et tout à l'heure je disais, il faut rester au contact du terrain. Et au contact du terrain, c'est à la fois du client, du bancaire, comprendre pourquoi est-ce qu'ils ferment un petit peu les robinets, pourquoi est-ce qu'ils nous ont fait mettre un petit genou à terre. Bon, maintenant on a compris, ils voulaient remonter les taux, mais ça a carrément fermé et arrêté le marché. Et ensuite les conseillers patrimoniaux, ils ont demandé des produits où l'effort d'épargne correspondait à la capacité d'endettement de leurs clients. Et quand ils ont une capacité d'endettement, ils ont une capacité à constituer du patrimoine. Donc fort de ce constat-là, on s'est tourné sur d'autres produits. Quel est le produit qui se louera tout le temps, qui est pas cher, qui est accessible à tous, et pour lequel on a un effort d'épargne constitué. Et bien là, on regarde. Le déficit, c'est pas mal. Le de Normandie, tiens, ça fonctionne. La location meublée dans les résidences étudiantes, génial. Les prix, on est en dessous de 150 000 euros, panier parfait. En plus, avec une forte demande locative, 17% des étudiants n'arrivent pas à se loger et abandonnent leurs études. C'est quand même dingue, ça. Donc ça, c'est quand même, c'est dingue, tout ça. Mais du coup, on se dit, le marché dans son agilité, en tout cas nous, dans notre agilité, et nous, on a tous intérêt à le faire ensemble, parce que nous, Eliade, on a besoin des conseillers patrimoniaux, donc de Stellium et des autres distributeurs pour pouvoir récupérer nos lots en commercialisation. Et le promoteur, il a besoin que son opération sorte. Donc il faut que tout ça, ça circule entre nous. Et il y a une seule vérité, c'est est-ce que le client achètera le produit qu'on va mettre sur le marché. Et si on répond oui à cette question, on sait qu'on a saisi quelque chose. Donc voilà comment on fait. Moi, je me mets en format laboratoire, j'écoute, j'observe les capacités d'endettement, je vérifie qu'est-ce qui fonctionne, je vais chercher, je vais faire mon marché, on va créer quelque chose, ou on va adapter quelque chose qui existait déjà.
Et puis, on voit des conseillers patrimoniaux comme tous, on peut pas tout savoir, tout maîtriser. Donc, c'est notre rôle que de les amener. Et si je veux qu'une résidence se commercialise pleinement, mon rôle, c'est de mettre en valeur pleinement cette résidence et tous les jours d'en parler, comme si moi-même j'investirais dans cette résidence. Ouais. Il faut que le conseiller patrimonial, il soit convaincu que c'est la résidence qu'il doit vendre aujourd'hui. Et là, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Si je lui dis, tu as tout ça à vendre, vas-y, va dans le supermarché de Stellium, il y en a trop. Il y en a trop. Il faut sélectionner. Il faut que ce soit. Donc nous, il faut qu'on ait une offre parce que chaque conseiller a une appétence pour un produit. Il y en a qui vont faire du déficit foncier. Certains vont faire du Baïko. Certains vont faire du Pinel. Ouais. Mais à nous de comprendre qu'est-ce qu'il est capable de faire et de mettre en face le produit dont il a besoin. Et donc lui, je vais l'animer sur ouais, génial, Pinel c'était bien. Ouais, génial, déficit. Mais il faut aller dans leur domaine de compétences et petit à petit les former sur l'après. Ouais. C'est intéressant, ça me soulève quelque chose que j'entends souvent. Le cœur, j'espère. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça fait vraiment écho à ce que nous, on a aussi un peu vécu quand on a lancé Elfissimo et Otari. Au début, il y avait un peu la course au stock. On se disait, il faut plus de stock, plus de stock. Et finalement, on s'est vite rendu compte que quand on disait à nos clients qui étaient contents, qu'est-ce que t'aimes bien chez nous? Ils disaient, c'est le moteur de recherche. C'est ça. Et oui. Ils disaient, le stock? Non. Le moteur de recherche qui nous permet de trouver simplement, en fait, et rapidement, le bon lot qu'on veut proposer. C'est ça. Et pas d'être perdu dans les 20, 30 000, 40 000 lots. Donc, c'est vachement intéressant d'avoir toujours ce pendant-là. Et c'est vrai que quand on voit dans les 40 000 lots la diversité qu'il y a maintenant, c'est quand même encore plus un métier de spécialiste. Tu parlais du de Normandie. Est-ce que pour vous, c'est un relais de croissance fort en 2025? Toutes les deux, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Est-ce que tu crois, à l'inverse, en d'autres dispositifs? Comment vous voyez un peu cette année qui a commencé? Le de Normandie, c'est une opportunité. Okay. On ne basculera pas les ventes Pinel uniquement sur le de Normandie, c'est pas vrai. Puis de toute façon, l'offre elle est extrêmement restreinte. Lydie connaît nos process de sélection et on est extrêmement exigeant sur la sélection des opérations. Et on sait aujourd'hui que pour les opérateurs de Normandie, c'est très compliqué de trouver l'équilibre financier sur l'opération. Parce que soit on bascule sur des opérations où il y a énormément de travaux, non, il y a plus de 80% de travaux. Et à ce compte-là, c'est plus intéressant de faire du de Normandie optimisé au déficit foncier parce qu'on va toucher une autre tranche de clients et qui est beaucoup plus intéressante à travailler. Soit on va être sur de Normandie pure et se contenter des 25% de travaux ou 30 ou 40. Et là, le foncier est tellement cher à l'achat que ça tourne pas, on sort pas les bonnes rentabilités derrière. Donc le de Normandie, c'est vraiment encore un produit, je dirais, qui se cherche. Voilà, c'est très compliqué de trouver pour un promoteur le bon équilibre. Oui, parce que le de Normandie, on est sur de l'artisanat. Les promoteurs, lorsqu'ils font du neuf, on est sur un produit de grande fabrication. On est sur une chaîne de production. Lorsqu'on fait du de Normandie, la difficulté, c'est de réussir à avoir un coût de travaux maîtrisé, comme tu le disais. Et j'étais il y a quelques jours sur un dîner débat, et moi je proposais effectivement qu'on puisse créer une centrale d'achat pour que justement ces coûts de travaux puissent être maîtrisés et qu'on n'ait pas cet effet effectivement où le coût de travaux fait que le de Normandie se trouve parfois au prix du Malraux ou du MH. Et on dit mais non, mais attendez, le de Normandie c'est pas fait pour rénover des bâtiments du 15e, c'est pas ça. C'est le principe, c'est redonner une classification énergétique à un logement qui ne l'a plus. Donc voilà, c'est créer une centrale d'achat qui permet à des entreprises d'avoir des prix, mais ces prix doivent bénéficier au logement et pas qu'à la marge. Vous me suivez? Voilà. C'est comme ça. Le message est passé. Oui. Et c'est important parce que c'est sûr. Les sujets dont on va aborder et ce qu'il va faire demain, il faut qu'on retienne les leçons du passé pour pas reproduire demain. Tout à l'heure, vous parliez du LLI. Le LLI ne peut fonctionner que si il n'y a pas juste de l'opportunisme dans le LLI. Alors, qu'est-ce que c'est déjà le LLI? Logement libre intermédiaire. Parce que c'est quand même assez récent. Non. On entend. Alors. Merci de me corriger. Le dispositif n'est pas récent. Le fait qu'on puisse le proposer aux personnes morales, indirectement, privées mais morales, ça date de fin 2024 où il a été apporté un petit changement sur la loi des finances 2024 en l'ouvrant aux personnes morales au travers d'une acquisition, donc 10 personnes morales, SCI à l'IR ou SCI à l'IS. Voilà. Donc il y a c'est un véhicule qu'on va mettre au sein de la SCI. Donc là, ça nous permet de toucher des personnes qui ont déjà des SCI en place, ou d'aller chercher de nouveaux investisseurs, de nouvelles personnes qui veulent investir dans l'immobilier au travers de la SCI, qui, je rappelle aussi, facilite tout ce qui est transmission, optimisation du patrimoine, etc. Voilà.
Donc on est sur les débuts, mais on est sur le tout début, puisque aujourd'hui il y a quelques opérateurs promoteurs donc qui commencent à s'y mettre. Donc on commence, moi je vois en comité, on commence à valider là les premières opérations en LLI. On commence à avoir des demandes également là, depuis lundi sur des acquisitions en LLI. Donc c'est quelque chose qui prendra, mais il faut aussi le laisser se démarrer et se mettre en place. L'intérêt du dispositif, je ne sais pas si vous pouvez nous le présenter aussi. Je sais qu'il y a la TVA qui passe de 20 à 10, si je dis pas de bêtises, voilà. Il y a quelques contraintes. Une exonération de la taxe foncière. Ok, donc ça qui vient aussi. C'est pas neutre, parce que la taxe foncière, surtout depuis 2024, voire 2023, voilà, elle pique un peu. En tout cas, elle rogne considérablement le rendement de l'opération. Donc ça, c'est un véritable avantage. Et après, en parallèle, il y a la durée de conservation du bien sur 25 sur 20 ans. 20 ans. C'est 20 ans la créance d'impôt. Donc est sur 20 ans, on a une détention du bien de location pendant 15 ans, sachant que le LLI aujourd'hui est sur les mêmes dispositifs que la Pinel, sur les mêmes zonages que la Pinel, à bis et B1, et on demande également les mêmes ressources de locataires que ce qu'on avait en Pinel. Donc ça permet de ramener du logement abordable sur les zones tendues. Ça avait été mis en place pour ça à l'époque, en 2014, mais ça s'adressait uniquement aux professionnels ou aux institutionnels. Par contre, ces conditions-là de plafond de loyer et de ressources des locataires n'a pas changé, elles restent vraiment sur celles qui sont identiques. C'est la même chose que la Pinel, sauf que c'est du LLI en gros, mais sans la réduction d'impôt et juste avec une créance d'impôt derrière. Le gouvernement voulait absolument la fin de la Pinel. Pourquoi ça a été conduit comme ça? Parce qu'il voulait absolument que les institutionnels prennent le marché de la location. Et il voulait que ça ne soit plus détenu par les bailleurs privés. Force est de constater que lorsque les bailleurs privés ne se mettent plus sur ce marché-là, eh bien les bailleurs sociaux sont en incapacité d'avoir déjà les budgets pour répondre à la demande. Et donc, en ouvrant le LLI aux bailleurs privés, sous réserve que ce soit une personne morale, c'est une manière de remettre le bailleur privé dans la course de la construction du logement, parce que si on fait, depuis l'après-guerre, si on fait autant de logements, c'est parce que le bailleur privé, là, si nous étions capables de faire des logements pour tout le monde au travers des bailleurs sociaux, ça se saurait, et ça aurait été fait. Je crois, je dis de tête, je pense pas dire une bêtise, mais on était après à 120 000 ventes il y a 3-4 ans, dont 60 000 en invest, à peu près, et on a plus qu'à 15 000, je crois, en investissement. Ça va être ça, l'ordre de la baisse. Donc c'est vrai que c'est considérable. On voit qu'il n'y a rien n'a pris le relais. Donc ça fait quand même un gros manque quand on a tous dans nos entourages des gens qui cherchent à louer des appartements. On voit qu'il y a un vrai, c'est même plus un besoin, c'est même plus une demande en fait. C'est un enfer. C'est une urgence. C'est une urgence. C'est une urgence de société là aujourd'hui. Tout à fait. Donc on espère que ça. Et est-ce que vous pensez toutes les deux que ce dispositif va permettre quand même d'apporter aussi un peu de quantité, parce que ça a l'air un peu technique. Ça s'adresse au CGP. Non? C'est difficile. On est au tout début. On est au tout début. C'est trop tôt. Il faut attendre, je pense, 4, 5, 6 mois pour avoir un peu plus de recul dessus et pouvoir. Pour l'instant, les nationaux commencent à en parler un petit peu, mais ne se sont pas penchés dessus réellement. On est plus sur des promoteurs régionaux qui se sont penchés dessus. Il faut attendre de voir ce qui va se passer, comment ça va se vendre. C'est pareil, je pense pas qu'on rattrape les volumes qu'on a connus en pleine période de la Pinel où on construisait les 60 ou 75 000 logements. On n'est pas sur ces volumes-là. Pour l'instant, on est au début. On verra comment ça prend, mais c'est, je trouve, une belle opportunité en tout cas. Pour continuer à se constituer du patrimoine, et surtout avec cette TVA réduite. Et on n'a pas non plus, on n'a plus l'obligation du Pinel Plus avec des grands logements, des 45 mètres carrés, 62 mètres carrés, double orientation, etc. Et le jalon 28, par rapport à la RE20, jalon 28 qui aurait dû être appliqué et applicable là sur l'année 2025. Donc on reste sur le jalon 25. Donc on continue à construire des logements qui sont majoritairement en A et quelques-uns en B au sein des résidences, mais sur des appartements qui retrouvent des surfaces, on va dire, un peu plus adapté à du 40 mètres carrés sur les T2 ou 50 plus 60. Voilà. Donc ça aussi, ça vient en imputation du prix. Donc en fait, on a un prix, il a une TVA à 10, donc on peut se dire, il est déjà à moins 10% par rapport au prix marché. On parle plus du prix Pinel, on parle d'un prix accession à la propriété, droit commun en général. Donc il va être à 10% en dessous, mais si on rajoute cette réduction de prix au travers des coûts de construction ou autre, parce qu'on va faire du logement plus petit, en fait c'est du 14-15% qu'on peut voir.
et peut-être Ça un fait un petit gros peu écart. plus aussi en fonction des promoteurs, comment ils font tourner leur bilan ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc ça permet de se constituer un patrimoine. Ben, si je prends l'exemple, si on prend l'exemple de Toulouse, si on prend un T2 qui était à 223 000 euros, ben, il va sortir à 182 000 euros en LLI. C'est énorme. Surtout, ça permet de passer des caps, que ce soit en dessous de 200, en dessous de 250. À chaque fois, c'est aussi un peu... Ça réduit l'effort d'épargne, ça réduit, au final, ça réduit tout à tous les niveaux. Et en ayant en plus un loyer, si je donne toujours l'exemple de Toulouse, on est passé en zone A, un loyer donc qui du coup est intéressant. Donc, on va ramener aussi de la rentabilité sur ce produit-là. Conjugué à une baisse des taux qui, sur le moyen terme, continue à glisser aussi. Voilà, à glisser un peu, tout ça mis bout à bout, la rentabilité peut s'améliorer quand même assez fortement. Et là, on joue sur plusieurs effets de levier. Tout à fait. À la fois le taux, à la fois le mètre carré, parce qu'évidemment, le mètre carré coûte cher. Les maisons, avant, faisaient 120 mètres carrés en moyenne. Aujourd'hui, elles sont à 80 mètres carrés. Donc, on est dans la suite logique de ce qui se fait depuis déjà plus de 40 ans. Ok, bon, ça, c'est top. Un autre produit ou pas? Vous voulez que je parle d'un autre produit encore? Je sais pas, non, qu'est-ce qu'il y a une petite conviction, quelque chose, ou quelque chose que tu t'aimerais bien, que t'appelles de tes vœux, en disant, bon, bah, ça, c'est moi, j'appelle quelque chose de sous-côté, je sais pas. Que l'immobilier fonctionne et que quel que soit le produit, eh bien, il trouve preneur et qu'il ait un prix qui soit cohérent. Donc, il y a un autre produit aujourd'hui qui prend beaucoup, c'est la location meublée avec service para-hôtelier. Elle prend beaucoup, mais elle ne s'adapte aussi pas à tout le monde. Le LLI, par exemple, il prend, mais il s'adaptera pas à tout le monde. Pourquoi? Parce il va falloir former nos forces de vente. Donc ça, c'est bien, parce que les forces de vente sont en train de se former depuis maintenant plusieurs mois, tout 2024 d'ailleurs. Certains s'y mettent maintenant, et il va falloir accélérer. Le LLI, typiquement, il va falloir que le propriétaire passe sur un temps long. C'est-à-dire, le Pinel, 50% des logements étaient revendus au terme de 12 ans. 50% du parc repassé sur la seconde main. Là, il va falloir modifier les curseurs parce qu'il va falloir conserver ce bien. La location meublée avec service para-hôtelier, c'est une location qui permet à l'investisseur d'être défiscalisé de sa TVA, puisque pour le coup, il va être obéissé. Donc lui, il va faire une économie de 20%. Mais il y a un pendant à tout ça. On peut pas gagner 20% et faire de la spéculation dessus. Le pendant, c'est qu'il va devoir conserver son bien pendant 20 ans, sinon il va devoir rembourser la TVA qu'il avait non consommée. Il y a aussi qu'il y a la plus-value professionnelle. Donc on a en face de nous à nouveau un professionnel. C'est-à-dire ça va être un bailleur privé qui a un statut de professionnel exploitant. Donc il s'inscrit lui aussi dans un temps long. Donc l'immobilier de spéculation tel qu'on le connaissait grâce aux lois de défiscalisation, je pense qu'aujourd'hui c'est terminé. Je ne sais pas si ça va revenir, je ne sais pas si ça va être nécessaire. En tout cas, il faut déjà qu'on ait une loi de finances qui soit votée, mais il va falloir s'y mettre. Et là, on peut tous appeler de tous nos vœux. C'est ça. Je pense qu'à Saint-Étienne, il n'y a pas assez de cierges, mais bon. Bref. Donc, il va falloir y aller. Et sans loi de finances, c'est quand même compliqué de se projeter. Donc, on se projette avec des choses qui existent. Le LLI, ça existe, on y va. Le déficit foncier, ça existe, on y va. Le para-hôtelier, ça existe. On y va et on travaille avec la matière. Et la matière aussi, c'est l'immobilier qui donne du rendement. Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher du rendement? Parfois, on peut trouver de beaux rendements dans l'ancien. À 6%, c'est plutôt bien. C'est pas grave si moi, j'ai pas de fiscalité, si j'ai un rendement assuré de 6 points. Donc, c'est cet immobilier qui revient aujourd'hui sur le marché. Et ça, c'est important, voilà, d'avoir cette conviction profonde. Après, c'est quand même l'immobilier, ce qui l'a caractérisé pendant quand même des décennies, je dirais, c'était quand même le temps long. Et le fait que ça rassure les Français, que c'est un produit quand même qui plaît, qu'on a tous envie d'avoir. Finalement, on revient un peu au fondement de ce qu'est l'immobilier et pas de quelque chose de spéculatif, comme tu disais, de assez court-termiste. J'avoue, quand moi je suis arrivé dans ce métier, il y a pas si longtemps que ça, j'étais toujours surpris, on en parlait tout à l'heure, que les gens me parlent du Pinel et d'un horizon à 9 ans. Ah bah, dans 9 ans, je le revends. C'était un postulat de départ d'analyse même. C'est ça. Non, bah, ok, mais, la carotte fiscale était optimale, je crois, à 9 ans, et après, on pouvait la prolonger à 12, mais... Elle est optimale à 7 ans. Ok, à 7 ans. Mais, après, elle dégrade un peu, et puis, voilà. Mais c'est vrai que quand on s'inscrit là-dedans, on peut dire, bah non, c'est pour 15, 20 ans, après, je peux avoir envie, comme dans tout investissement, qu'est-ce qui se passe si je veux sortir? Mais c'est un peu pas un autre sujet, mais voilà, mais c'est vrai que, donc finalement, on voit qu'il y a quelque chose d'assez sain, peut-être, qui est en train de revenir aussi dans cette approche. Donc, si on arrive à avoir le rendement avec, les taux qui ont baissé, il n'y a plus que les banquiers, c'est ça. Est-ce qu'ils ont envie de libérer ou pas alors? Ils arrivent. Ils arrivent. Oui. Vous savez, toujours un peu tardivement pour nous les opérationnels, mais c'est bien, ça permet un peu. C'est ça, ils gèrent le risque. Bon, bah canon. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié, un petit point que vous avez envie d'aborder, un coup de cœur?
Je découvre que Thibaut débute dans l'immobilier. Il va falloir le forme. Encore le former. Mais avec grand plaisir. On est preneur. On voit tellement de nouveautés, tellement de choses se passer en permanence. On peut le dire à tout le monde. On a plein de nouveaux stimulateurs. On va être formé aussi en interne. Parce que là, j'avoue que quand on doit parler de monuments historiques, de Malraux, qu'un client nous dit oui, mais alors là, qu'est-ce que je dois saisir ici? De droit commun. Voilà. C'est quoi un CRS? C'est quoi le droit commun? C'est commun. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans tout le retour entre Toulouse et Lyon, je vais commencer à bouquiner pour être encore plus performant la prochaine fois où on se parle. Je vous remercie toutes les deux, voilà, pour votre temps, pour votre bonne humeur. C'est vraiment canon de pouvoir partager tout ça. On sait qu'à chaque fois, c'est des podcasts qui sont quand même très regardés par nos clients et par toutes les personnes du métier qui ont envie d'apprendre plein de choses. J'espère que vous avez passé un bon moment. Très bon. Merci pour l'invitation, Thibaut. Avec grand plaisir. Vive la chocolatine. Et puis, à bientôt pour la prochaine édition.